Bonjour à tous, il est 17 h, nous sommes le 18 novembre et vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés pour suivre ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler de comment manager une mission de crise, un sujet on ne peut plus d'actualité, pas forcément le sujet qu'on souhaite entendre, mais malheureusement, ce sujet est là et à partir du moment où il est là, il faut savoir le traiter. Alors, on va prendre le temps de démarrer doucement, hein, puisque vous êtes encore beaucoup en train de vous connecter, hein. On va laisser le temps aux gens de nous rejoindre, ce qui va me permettre d'introduire pour ceux qui découvrent nos webinaires et qui découvrent cette plateforme Livestorm où nous nous trouvons. Donc, je vous décris très rapidement. Vous avez des boutons en bas à droite où vous pouvez notamment discuter dans le chat. Donc, vous avez, voilà, donc là, vous êtes nombreux à dire bonsoir et bonjour. Alors, c'est vrai qu'on est un peu entre là, en fonction du soleil, on dira bonsoir ou bonjour. En tout cas, bonjour, bonjour Franck, bonjour Patrice, bonjour Bruno. Voilà, je ne vais pas tous dire, mais bonjour, bonsoir à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet endroit pour échanger si vous avez des questions. Précisément, on prendra les questions généralement à la fin, à moins vraiment que la question s'y prête et qu'on puisse la prendre à la volée. On prendra plutôt les questions à la fin. Vous avez l'onglet questions juste à gauche de l'onglet chat. Donc pareil, n'hésitez pas à l'utiliser, ça nous permettra donc de les avoir vraiment à part et de pouvoir les prendre ensuite à la fin de l'intervention, voilà, qui durera à peu près une quarantaine de minutes, hein, au format table ronde, hein, puisque vous voyez, on est déjà présent connecté voilà, pour intervenir. Alors, le temps de laisser les derniers se connecter, je vais juste rapidement quand même vous présenter ProEvolution pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, ProEvolution, nous sommes un cabinet de conseil RH qui intervenons sur l'ensemble du capital humain de l'entreprise, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va à la fois être sur la partie acquisition, recrutement, donc vous cherchez des talents, que ce soit des profils de managers, de directeurs, des experts techniques ou d'autres voilà, d'autres expertises pointues. On fait donc principalement de la chasse de tête et donc on est en capacité de trouver les talents pour rejoindre votre entreprise. On le fait justement aussi en termes de management de transition. Ce soir, on a justement des managers de transition qui interviennent, que ce soit pour gérer des crises, hein, pour le sujet de ce soir, mais ça peut être aussi pour des missions de management relais. Ça peut être pour des missions, par exemple, vous avez acquis une structure ou voilà, d'autres missions, je dirais, ponctuelles de courte durée, hein. On parle aussi d'interim management. Donc voilà, ce sont des choses qu'on fait. On accompagne aussi tout ce qui est aspect de transition de carrière et conseil. Ça peut être du coaching de manager, des formations. Ça peut être pour gérer, on parle de situation de crise, on peut gérer des PSE, on peut gérer des autres placements, on peut gérer voilà, pas mal de prestations autour de la transition de carrière. Et pour parler un petit peu de ma partie, on est aussi sur les aspects digitaux autour des RH, donc comment notamment accompagner les entreprises dans la transformation numérique, comment recruter des talents dans l'IT, hein, comment aujourd'hui utiliser l'IA tout en gardant l'humain au cœur du process. C'est aussi des choses qu'on peut adresser dans notre offre. Voilà, le but, c'est pas de parler de nous plus que ça. Je vais quand même parler très vite des chiffres, hein. Une vingtaine de collaborateurs, un peu plus de 4 millions de chiffres d'affaires. On est basé principalement en Alsace, on va voir juste après également dans d'autres grandes villes et à l'international. Reconnu par nos candidats, par le label iCandidate, reconnu aussi par les entreprises parmi les meilleurs cabinets de recrutement de France par le label Les Échos, études de Statista, également certifié Calliope pour les formations. Voilà, donc je vous disais un peu partout en France, hein, le siège est à Mulhouse, mais on a également donc une filiale à Karlsruhe et voilà, des bureaux un peu partout en France, comme vous le voyez. Et je finirai juste avec la PUC, puisqu'on parle donc de ce webinaire sur le management de gestion de crise, mais on a aussi fait il n'y a pas longtemps un livre blanc dont je vais tout de suite vous partager le lien si vous souhaitez le télécharger. On a fait notre propre étude sur le management de transition. Voilà, je vous la mets dans le chat. Donc, si vous souhaitez la récupérer, il suffit de vous rendre sur ce lien. Voilà, laissez vos coordonnées basiques et vous pourrez consulter voilà, des chiffres assez intéressants. Donc, de notre regard, des personnes qui ont participé, vous avez peut-être participé. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Autre chose, prochain webinaire je vous annonce, hein, on ne l'a pas encore annoncé sur nos réseaux, ce sera fait très vite, mais on va parler pour ceux qui sont concernés ou pour ceux qui ont des collaborateurs qui sont concernés, de réussir sa transition de fin de carrière. Donc ce sera le 4 décembre, toujours sur Livestorm, comme ce soir, là aussi je vous envoie le lien dans le chat. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire à ce webinaire si le sujet vous intéresse.
Voilà, et dernière page de pub avant de commencer dans le sujet. Pour ceux qui sont dans le Grand Est, vous avez peut-être vu qu'on a lancé donc les réunions en présentiel à Strasbourg. On l'avait fait en fin septembre. C'était un beau succès. On était une cinquantaine. Et donc, sur la demande pressante de notre communauté, nous avons cédé et vous proposons dès à présent une deuxième soirée, donc rencontre manager de transition qui se passera dans le Haut-Rhin, plus précisément à Lutterbach, près de Mulhouse. Vous notez déjà la date, j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir les inscriptions, mais ce sera donc le jeudi 15 janvier, voilà, donc à Lutterbach. Donc je vous invite déjà à noter la date dans vos agendas si vous pouvez venir, si vous êtes dans le secteur de Mulhouse ou si vous avez la possibilité de vous y rendre. Voilà, ce sera l'occasion. Voilà, j'ai terminé pour la partie un peu publicitaire. On se ressent donc sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, hein. Vous êtes une centaine actuellement connectés, hein, et je répète pour ceux qui viennent de se connecter, n'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger et surtout l'onglet questions. Voilà, donc les sujets de ce soir, c'est pas forcément le sujet qui nous donne envie de nous lever le matin, et pourtant c'est un sujet qui est d'actualité. On le sait, hein, les crises géopolitiques, les crises économiques, les crises au sens large, elles sont là. Elles impactent nos entreprises, elles impactent nos structures. On aimerait bien vous dire, il fait beau, tout le monde est heureux. On sait que c'est pas le cas aujourd'hui. Même s'il y a des périodes de crise, des périodes où ça va mieux, là c'est les périodes de crise. Et justement, on doit savoir les affronter. Et aujourd'hui, le sujet, justement, c'est comment manager ces missions de crise. Donc, et on va le faire sur un format table ronde avec des intervenants qui sont des managers de transition et qui donc pilotent des missions de crise. Et donc, justement, bah, je vais tout de suite les présenter. Et on va faire un premier tour de table pour présenter donc ces personnes. Donc, voilà, on a, comme vous voyez, apparaître à l'écran, hein, donc, bah, déjà Pascal Valerdi, voilà, que je vais laisser te présenter, Pascal, en quelques mots. Oui, merci. Je remercie Proévolution pour l'invitation à participer à ce moment d'échange. Et je remercie aussi toutes celles et ceux qui se sont rendus disponibles pour ce webinaire. Je suis donc Pascal Valerdi, je suis manager de transition depuis 5 ans et membre du groupement de managers de transition Amadeus Executive. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les membres qui sont présents et qui se sont connectés. J'ai plusieurs missions à mon actif pour des acteurs nationaux, américains et anglais. Actuellement, je restructure en qualité de DG une société du secteur de la santé que j'ai placée depuis 1 an en redressement judiciaire. Antérieurement, c'est-à-dire avant de devenir manager de transition, j'ai un parcours en métropole et outre-mer au sein de gouvernance, de sociétés financières, d'assurance et d'immobilier. J'ai aussi un parcours en cabinet d'avocat et j'ai un bref passage d'1 année en qualité de collaboratrice chez un administrateur judiciaire. J'ai également enseigné à l'université et j'ai également été fondatrice et animatrice d'une chronique juridique. Voilà, merci. Merci Pascal. Nous avons également donc Frédéric Tissot. Voilà, Frédéric, je te laisse te présenter. Merci de me passer la parole. Bonsoir à toutes et tous. Eh bien, moi, je suis manager de transition depuis 6 ans maintenant, après une trentaine d'années avoir exercé dans le monde de la banque de réseau, en qualité de directeur de centre de profit ou en direction régionale, en service crédit. Et ensuite, 10 ans d'activité salariée également dans le monde de l'assurance de personnes, notamment chez AXA Solutions Collectives et dans des mutuelles, à des postes à responsabilité également, marché de la santé, prévoyance collective, marché de la retraite. J'ai exercé donc 30 ans en qualité de salarié, mais comme je le dis souvent, comme M. Jourdain faisait du management de transition sans le savoir, je faisais du management de transition sans le savoir. Pardon, quand M. Jourdain faisait de la pro sans le savoir, je faisais du management de transition sans le savoir, car avec ma casquette de salarié, j'ai souvent été envoyé dans des missions de redressement, de développement, et donc je n'ai jamais géré des situations tranquilles. Je suis membre d'un réseau national de managers de transition qui s'appelle Manager en mission, et je travaille également avec Proévolution. Et j'ai réalisé deux missions longues avec Proévolution. Et la dernière comme directeur de mission David Guiton qui va se présenter, dans le secteur plutôt tertiaire,
Voilà en quelques mots mon profil. Pour ceux qui seraient intéressés, bien sûr, rendez-vous sur LinkedIn ou alors sur mon site www.d-6so.fr. Merci bien. Merci Frédéric. Et ensuite, nous avons également donc Jean-Pierre Michaud, alors qui est dans une situation un peu particulière puisque lui, il vit la situation de crise en direct et il a été justement un petit peu bouleversé dans son agenda, mais il est quand même là. Donc merci Jean-Pierre, même si depuis la voiture, de participer. Je te laisse te présenter. Merci Xavier Noël. Bonsoir à tous. Donc Jean-Pierre Michaud, de formation droit finance, manager de transition depuis 2001, une quarantaine de missions, dont celle-ci, qui consiste en un gros PSE, et je sors de chez le préfet, donc désolé d'apparaître dans ma voiture. Également membre de Amadeus Exécutif, si je ne l'ai pas dit. Merci surtout à toi d'être rendu disponible malgré ces complexités. Et enfin, pour clôturer, donc, nous avons David qui est le responsable du département transition de carrière, management de transition chez Proévolution. Je te laisse compléter, David. Merci Xavier Noël. Simplement, donc la plupart des personnes connectées me connaissent, donc j'anime, j'ai le plaisir d'animer en fait ce département depuis plus d'1 an et demi maintenant, à la suite d'Olivier Gros, que je salue au passage. D'ailleurs, il est souvent connecté, je l'ai pas encore vu ce soir. Pour ma part, je suis un technicien qui a mal tourné, hein. Je suis un ingé électronicien qui a complété par un MBA après 15 ans dans les télécoms et l'éthique. Et j'ai fini ma carrière dans les tech dans le groupe Siemens en fait, en direction des projets internationaux, donc sur le Sud-Sahara et sur les Émirats. Et derrière ça, sans transition, j'allais dire, j'ai rejoint le CODIR d'un gros bailleur social public en Île-de-France sur une mission d'ailleurs de transition qui a duré quand même 4 ans, mais qui a commencé en fait sur la transition, qui a fini en salarié comme souvent. Et c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, je suis rentré en Alsace, j'ai fait un peu de conseil, j'ai croisé Proévolution plusieurs fois et j'ai fini par embarquer il y a un peu moins de 2 ans. Voilà. J'ai le plaisir donc d'animer l'équipe management de transition, donc qui est une belle équipe, avec la particularité de gérer des projets en France, en Allemagne et à l'international plus généralement sur l'Europe. Très bien. Voilà pour nos experts ce soir. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la crise. Alors, juste pour quand même compléter la présentation, on aimerait que vous vous présentiez, simplement savoir si vous-même vous êtes manager de transition, si vous êtes une entreprise, une structure ou autre. Voilà, donc je vous mets un petit sondage à l'écran et je vous invite bien sûr à y répondre. Voilà, ce qui n'empêche pas de participer. Et justement, on parle de mission de crise, mais peut-être qu'il faudrait, avant d'aller plus loin, identifier ce qu'est une crise. Est-ce que, Pascal, tu peux nous donner la définition d'une crise quand on parle de mission de crise? Oui, bien sûr. Quand on évoque la crise, on évoque en général une manifestation soudaine et violente ou une aggravation brusque d'un état latent. Ramené au sujet de l'entreprise, la crise serait plutôt un événement ou une accumulation d'événements qui perturbent le cours normal de l'activité et plongent l'organisation et les collaborateurs dans un climat de forte incertitude. On évoquera une crise interne, une crise donc endogène ou exogène, et également il n'y a pas non plus en entreprise une seule crise, il peut y avoir plusieurs crises simultanées et on parlera à ce moment-là de polycrise. Je voudrais rappeler qu'une crise n'est pas forcément synonyme de procédure préventive ou collective. Une crise peut être plus légère et être gérée par le dirigeant. Et effectivement, plus elle se renforce et plus des instruments juridiques sont là pour répondre à la situation. Voilà. On va en parler effectivement. Donc, donc il y a des crises, mais comment reconnaître les premiers signaux d'alerte qui disent ça y est, il va y avoir crise? Jean-Pierre, tu as une expérience là-dessus? Je ne vois pas laquelle tu fais tu fais référence en particulier, mais les signaux d'alerte peuvent être subtils, voire brutaux. Un DG envoyé en prison, par exemple. Ça, c'est le début d'une belle crise. Un DG qui ne vient pas au bureau, des commerciaux qui ne viennent pas au bureau,
l'administration des ventes non plus, les téléphones qui ne sonnent plus, des clients, des fournisseurs qui n'appellent plus. Ça ressemble à une crise. Ça ressemble à un DG qui est parti, qui a monté sa boîte à côté, qui a appelé tout le monde. En gros, une crise, c'est un élément brutal, inattendu, auquel l'entreprise ne peut pas faire face. Elle n'a pas les moyens ou pas les ressources ou pas les ressources disponibles. Très bien. Frédéric, pour toi, quels signaux d'alerte d'une crise? Alors, au-delà des cas qui ont été évoqués, je parlerai de mon expérience, je vais l'illustrer. J'ai démarré mon activité donc en 2020 et est arrivé juste 3 mois après la crise Covid. Donc la crise Covid, ça peut être une crise sanitaire, c'est donc un événement extérieur. Et donc j'ai accompagné des dirigeants d'entreprises, de PME, dans la mise en place des mesures de sécurisation pour la santé des salariés et de réorganisation. Autre cas qui rejoint un peu ce qu'évoquait Jean-Pierre, un dirigeant d'un institut de prévoyance en Alsace qui subit un AVC. Le groupe basé à Paris contacte Proévolution notamment pour trouver quelqu'un qui gère au pied levé l'Institut de prévoyance le temps du process de recrutement du nouveau DG. Et puis, troisième cas, un président de conseil d'administration qui est alerté par un cadre de la société et qui est obligé de se séparer du directeur général, du directeur financier et du directeur technique pour suspicion de malversation. Là également, du jour au lendemain, le président du conseil d'administration se retrouve en direct avec les salariés et puis très rapidement avec l'administrateur judiciaire. Et il faut trouver là aussi quelqu'un qui vient l'accompagner, l'aider dans la recherche de solutions. Voilà quelques cas qui expliquent que les crises peuvent évidemment être de toute nature, mais la rapidité d'exécution et d'intervention est vraiment le point commun. Merci Frédéric. Pascal, est-ce que tu as des exemples pour compléter d'autres signaux d'alerte d'une crise? Oui, là, Frédéric et Jean-Pierre viennent de donner des signaux forts, mais il ne faut pas négliger les premiers signaux. On peut avoir un pourcentage d'absentéisme important, et il faut y faire attention. On peut avoir également une digitalisation accélérée, une obsolescence des compétences. C'est également des signaux d'alerte. On peut avoir aussi un service qualité qui déborde de réclamations et là, on peut se poser des questions sur la direction commerciale, le service client. On a des paiements en retard, des livraisons en retard ou un interlocuteur qui répond plus au téléphone. Là, on peut se dire que ça marche pas bien. Et on a des signaux d'alerte. Après, Jean-Pierre et Frédéric ont évoqué des signaux, carrément les signes de crise. Voilà. Pour conclure, David, alors toi qui es chez Proévolution, qui est un département de transition de carrière et conseil, est-ce qu'il y a d'autres signaux d'alerte qu'on peut citer en exemple pour dire ça y est, il y a peut-être une crise, il faut peut-être faire quelque chose? On en voit beaucoup, ce qui a été mentionné en fait est déjà un beau panel. Ce qu'on peut voir, c'est effectivement des baisses de forme, c'est alors de l'absentéisme dans le management en fait ou de la perte, ce qu'on pourrait appeler la démotivation légère, on va dire, mais au niveau d'un codir, c'est le début d'un signe ou de désengagement ou parfois de burn-out. Donc on est sur des sujets, une équipe de direction en fait, hein, et les autres invités en parleront mieux que moi. C'est ça, quand ça fonctionne bien et quand ça va mal d'ailleurs, ça doit être un fonctionnement commando, c'est-à-dire, bien sûr, il y a les jeux politiques, mais au-delà de ça, en fait, il doit y avoir une solidarité qui permet de réaliser des performances d'abord, quand tout va bien et de transcender, justement les moments difficiles et quand un membre de cette équipe est défaillant, heu, c'est souvent le début d'une crise qu'il va falloir surmonter et voilà, il va falloir trouver des ressources effectivement pour réaménager, recomposer l'équipe. Et je vois que dans le chat, il y a des gens qui complètent. Alors, ça a été dit avec d'autres mots, hein, le cash, hein, par exemple, qui est effectivement une chose, ou des reportages qui peuvent aller contre, contre la notoriété d'entreprise. Donc, tout ça, c'est des crises. Alors,
Et ça a été dit par Pascal, il y a différents niveaux de crise qu'on peut rencontrer en entreprise. Est-ce que, Jean-Pierre, tu peux citer des exemples? Alors, je ne sais pas si tu es encore avec nous, Jean-Pierre, des niveaux de crise justement qui peut y avoir à différents niveaux. Jean-Pierre est parti. Ah, il est revenu. Il n'a pas entendu Oui, la on question. l'entend pas. On l'entend pas. Jean-Pierre, quels sont les différents niveaux de crise qu'on rencontre en entreprise? Est-ce que tu as des exemples là-dessus? Et si jamais on t'entend pas, Les différentes crises, oui. Les niveaux de crise, hein. Tu parlais mission les, les, SD, différents, les différents niveaux de crise, il y a les débuts de crise, les premiers signaux faibles. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, on les voit pas. Est-ce que quelqu'un les perçoit? Est-ce que le management historique sait le traiter? Ça, c'est le premier niveau de crise. Une surpression. Le manomètre montre une surpression. Quelqu'un sait l'interpréter ou pas. Et ça pète. Et ça pète, et quand ça pète, ça peut partir de tous les niveaux. J'ai fait une mission, 11 cadres sur 17 s'étaient barrés en gros dans la même semaine. Partis le soir en disant à demain et ne sont pas revenus. Ça, c'est une crise majeure. Il faut remplacer tout le monde en même temps. Il faut faire face. Les crises côté client. De moins en moins de clients ou des clients qui deviennent franchement agressifs. Des fournisseurs qui ne livrent plus. Des salariés, beaucoup de démissions. J'ai connu 51% de turnover sur les 3 premiers mois de l'année. Ça, ça commence à devenir des signes de crise très très forts. On est dans la crise. Sinon, entre les signaux faibles et les gros signaux, on voit que les gros signaux, c'est même pas nous qui les voyons. Quand on arrive, c'est qu'ils ont déjà été diagnostiqués. très bien. Merci Jean-Pierre. Frédéric, par rapport au niveau de crise, est-ce qu'il y a une notion de temporalité aussi? Alors, au-delà des cas qui ont été présentés et évoqués, il y a bien évidemment des crises moins importantes. Le chef d'entreprise s'aperçoit que l'efficacité de l'entreprise est moindre, que les résultats, la rentabilité baisse. Et là, il se pose des questions et le manager de transition intervient pour faire un diagnostic, avoir une vision à 360, voir quels sont les axes d'amélioration en termes d'organisation, d'outils utilisés, voir si les indicateurs de l'entreprise sont adaptés et reflètent bien le réel. Donc là c'est plus de l'accompagnement de la performance. Et donc, c'est de la mini-crise, c'est-à-dire de la crise de rentabilité, mais bien évidemment, ça existe aussi et le management de transition est là pour ça. Organiser, remettre en place des indicateurs performants et efficaces qui permettent à l'entreprise de générer une rentabilité suffisante pour se développer. Et Pascal, donc toi, différents niveaux de crise rencontrés en entreprise, est-ce que tu veux compléter? Oui, alors les exemples que j'ai donnés tout à l'heure de différentes crises, moi je les ai rencontrés. Il y a des petites crises et des grosses crises, je veux dire, et celle qui est la plus perturbante et celle qui peut être complètement néfaste à l'entreprise, c'est lorsque la finance est impactée, parce que qu'il y ait des démissions ou qu'il y ait des collaborateurs qui ne sont pas d'accord, on arrive toujours à manager cette situation. Après, quand la finance est impactée, à ce moment-là, ça devient plus compliqué parce qu'on a moins de choix. Voilà, il va falloir chercher à être inventif et à maintenir ses équipes. Je crois que je m'en tiendrai là parce qu'on a dit pas mal de choses. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il faut être très, très vigilant aujourd'hui parce qu'on cite les crises une à une, mais elles ne se présentent pas toutes seules. Il y en a plusieurs, il y en a qui sont plus sourdes que d'autres. Je pense qu'un manager de transition aujourd'hui, lorsqu'il est dirigeant, il faut qu'il soit vraiment attentif. Parce qu'une petite crise, si autrefois on pouvait dire ça va passer ou oui, ça va se résoudre, aujourd'hui ça ne marche pas du tout comme ça. Donc il faut vraiment être vigilant. Ou un petit élément, un petit grain de sable
peut se transformer rapidement en gros caillou. Voilà, moi je dirais, la crise, elle est polymorphe et en même temps, elle prend de l'ampleur très rapidement. Donc vigilance. Merci Pascal. Alors, pour ces questions de niveau de crise, là, je m'adresse à David. Est-ce que finalement tous les managers de transition peuvent intervenir sur les crises à tous les niveaux? Alors, en tout cas, la plupart de ceux que je vois en entretien pensent, en être capables, et pensent en être, des experts et probablement le sont-ils, en fait, à leur échelle et c'est vraiment une question d'échelle, de culture aussi parfois ou de compréhension de la culture de l'entreprise, de ce qui va être important. Il y a une question que j'ai vu passer qui dit: «Une crise diagnostiquée, peut-elle en cacher d'autres?» Évidemment, la réponse est Mmh. plutôt oui, comme les trains, Mmh. et parfois celle qu'on a diagnostiquée n'est pas la plus critique, en fait, hein, donc je vois Pascal qui sourit, donc je te laisserai, rebondir. En tout cas, si on a, choisi ce thème pour ce soir, c'est que justement, en fait, je suis un point de convergence de pas mal d'entretiens avec des managers qui pensent, pouvoir faire de bons managers de crise. C'est une expertise particulière, ça demande un caractère, un tempérament et une résilience particulière, suivant la nature et l'ampleur de la crise, dont on parle. Donc je dirais non, tout le monde n'est pas forcément un bon manager de crise, et je dirais, heu, il vaut mieux le savoir avant parce que ça peut faire très mal. Mmh. On peut se faire très mal en fait, en se positionnant comme pilote d'une crise en fait, qu'on serait, incapable, de piloter. On peut faire du mal aussi aux gens avec qui on travaille, clairement. Il y a un enjeu, c'est de préserver l'humain dans tout ça, soi-même, les autres. Donc vigilance par rapport à ça et Pascal, je te passe la main, si tu veux. Hem, oui, je veux bien que tu me passes la main, mais tu veux que je dise quoi? Non, mais je te voyais sourire Alors, sur les crises qui en Oui, cachent oui, d'autres, parce par que exemple. ou ah oui, 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 moi je suis sur une mission où ça fait 15 mois que les crises se succèdent et les formes de crise se succèdent. Oui, oui, oui et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des polycrises. On dit manager de crise, il faut mettre un S à crise, beaucoup de crises en masque d'autres et quand on règle une crise, on ne se rend pas compte, mais ça génère d'autres. C'est compliqué, mais je crois que moi, ça fait 5 ans, je l'ai dit, que j'étais manager de transition et je crois que plus ça va, plus c'est compliqué. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. très bien. Et donc pour compléter les propos de David, c'est aussi l'importance d'être aussi peut-être piloté par des agents spécialisés qui peuvent trouver le bon manager pour le bon niveau de crise. Mmh. Alors on parle justement des managers, donc ils sont centraux dans la gestion de la crise, mais c'est quoi aujourd'hui les qualités, les compétences, qu'a besoin un bon manager de transition pour manager une mission de crise? Frédéric? Alors, la qualité première d'un manager, c'est l'écoute. L'humain est la première ressource de l'entreprise. Et lorsqu'on intervient, on a ce premier travail de connexion avec les équipes, euh, le dialogue, l'écoute. Et pour découvrir les enjeux qui sont parfois cachés, il faut rencontrer les bons interlocuteurs. Donc, à chaque fois, avoir le réflexe de rencontrer toutes les personnes qui pourront être à côté de vous pendant cette période pour trouver des solutions. Parce qu'en situation de crise, un manager rencontrera des gens qui sont démotivés, déboussolés, qui ont été parfois trahis. Il faut savoir avec chaque comportement de chaque salarié avec lequel il aura à travailler, trouver la bonne distance, trouver le bon niveau de dialogue pour l'encourager à donner son maximum pour résoudre les crises. Pascal, tu as d'autres qualités et compétences? Oui, moi j'en vois une, pour moi elle me tient à cœur. En tout cas, je crois qu'elle est essentielle. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, quand on est manager de crise, qu'elle soit grave ou non, la qualité qu'il faut avoir, c'est une force personnelle. La force personnelle, on la confond pas avec, une personnalité forte qui a une autre définition. La force personnelle, c'est une capacité qui est préexistante et qui vous permet d'avoir, la distance, l'authenticité, mais aussi comment dire? Qui vous permet de ouais, une certaine résistance et une performance.
ce que j'appelle la force personnelle, c'est cette force qui vous habite. Vous savez que vous allez vers une mission qui est complexe et pourtant il va falloir, sur une durée plus ou moins longue, je suis au départ partie pour 8 mois, je suis à 15 mois et ça s'annonce un peu plus long encore. Il faut avoir cette force personnelle, cette distance pour durer et pour rester performant. Moi, je dirais ça. Et le courage aussi. Cette force personnelle vous donne du courage. Jean-Pierre, après toutes ces qualités et compétences, est-ce que tu en vois d'autres à rajouter? Oui, Disponibilité ou dans la alors voiture. les mêmes, mais je les classerai différemment. Déjà des qualités, des compétences techniques supérieures à celles attendues sur le poste. Il faut qu'on soit surqualifié. Depuis que je fais du management de transition, depuis 2001, j'ai repassé à distance 4 Master 2 en droit, dont un en administration liquidation d'entreprise en difficulté, parce qu'il faut qu'on soit balèze techniquement. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'on soit super calibré pour faire ce qu'on fait. Deuxième chose, comme le disait Frédéric, des qualités relationnelles. Il faut qu'on sache à la fois motiver nos équipes, les emmener derrière nous, mais aussi remotiver parfois notre mandant, notre client, faire monter les pouvoirs publics, les syndicats dans le bateau. Donc, il faut des qualités relationnelles fortes. Et ensuite, comme le disait Pascal, il faut avoir le cuir un peu tanné. Il faut avoir de grosses qualités personnelles, issues d'épreuves personnelles, familiales ou autres, ou avoir fait du sport à haut niveau, avoir pris des raclés dans des domaines quelconques, voire même s'être fait virer d'un codir de groupe du CAC 40, avoir le cuir tanné, être résilient. Merci Jean-Pierre. Je laisse David finir sur cette question. Est-ce qu'on peut avoir des managers parfaits? Ou pas? Non, mais ce que j'avais envie de rajouter à l'intervention de Pascal, en fait, elle disait du courage, de la force, et elle a tellement raison. Et cette force, il faut la régénérer sur la durée. En fait, il faut avoir l'entourage ou dans son entourage, en fait, des points d'appui qui vous permettent de dire les choses. Et c'est pas forcément dans son entourage proche ou en famille, même si un conjoint peut parfois entendre, mais le conjoint fait pas forcément le même métier que nous, donc quelque part, il aura pas forcément le recul ou la compréhension fine de ce qu'on va lui poser. Et puis quelque part, il y a de la souffrance aussi ou du stress. On n'a pas forcément envie de lui partager ça. Donc avoir dans son entourage des personnes de qualité en qui on va avoir confiance, qui vont pouvoir entendre ce qu'on a à poser, vont pouvoir vous aider à régénérer en fait l'énergie, le courage, la motivation, l'envie. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un confrère ou un réseau tel qu'Amadeus Exécutif par exemple, ou des membres d'un réseau qui vont bien comprendre les choses, qui vont même pouvoir avoir une seniorité intéressante, y compris auprès d'un DG, hein. Comme le disait très justement Jean-Pierre Michaud, tout le monde ne s'est pas fait virer d'un codir ou d'un comex d'une grosse boîte, et quelque part, de pouvoir discuter avec quelqu'un qui l'a vécu, bah, ça peut illustrer des situations dans lesquelles on se trouverait et ouvrir des possibles. Et puis, ça peut être un directeur de mission aussi, hein, qui peut être un bon sparring partner, on va dire, quand le besoin s'en fait sentir. Et tu voulais aussi me parler, je pense, quand on répétait, tu parlais des candidats qui pouvaient sembler parfaits et pas toujours, hein. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre ce qu'on a cru voir et ce qu'on a vécu? Oh, le candidat parfait, alors ils existent, hein, mais la situation en fait, on ne la vit pas toujours de la même manière, on ne l'appréhende pas toujours de la même manière. Donc le candidat parfait pour un client, en fait, ce ne sera pas forcément le candidat parfait dans une autre situation. Et on peut faire des erreurs de casting. Alors de notre côté, ça peut être aussi côté client, hein. Le client peut choisir le mauvais candidat, on va dire, alors qu'on lui a proposé des très bons. Et puis quelque part, alors choisir le mauvais candidat, soit parce qu'il n'a pas envie d'entendre ce que le bon candidat lui proposait comme plan. La solution, va falloir rentrer en RJ, bah, bof, du coup, on va prendre quelqu'un qui vous vend du rêve à côté, et puis on va se planter, ou le contraire. Voilà, donc tout ça existe, parce que le déni est possible aussi chez le client, hein. Donc le manager peut être très bon et il va pas être apprécié pour tel. Ou après, il y a des questions d'ego, hein, qui vont se jouer aussi entre le manager et le client. Normalement, ça ne devrait pas arriver parce que les managers de transition
on fait ce travail la plupart du temps sur l'ego, sur le besoin de position, on va dire, et sur les ambitions de carrière. Mais pour autant, l'humain est ce qu'il est et parfois ça peut frictionner quand même en fait, sur ce plan-là, alors qu'on ne l'imagine plus. Très bien. Bon, on va continuer. Alors, tu as déjà un peu répondu à la dernière question, David, puisqu'on va s'intéresser à la solitude du manager. La solitude du dirigeant de manière générale, que ce soit le dirigeant de l'entreprise, mais là, on peut se parler spécifiquement du manager de transition qui va gérer la mission de direction dans cette période de crise. Comment on se gère, on fait face à cette solitude, Pascal, justement, là, même si David a un peu répondu pour toi, je te laisse compléter. Oui, alors à mon sens, on répond à cette solitude parce qu'on a su créer autour de soi, les soutiens, les soutiens dont on a besoin. Certains le trouvent dans la famille, d'autres, chez les amis, d'autres dans les 2. On peut aussi, le trouver dans le sport. Je pense que cette solitude, d'ailleurs, on peut changer aussi de support. Moi, personnellement, si je dois parler de moi, moi, j'ai un coach mental que je vois rarement, mais en fait, je sais que je peux le voir, donc ça me rassure. Et puis, je fais beaucoup de sport. Ça permet d'évacuer, ouais, d'évacuer la tension. Je parlais tout à l'heure de force personnelle, donc effectivement, alors je ne vais pas dire que j'en ai, je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, on encaisse beaucoup. Il faut après, excusez-moi l'expression, décaisser. Et c'est par le sport, c'est par la parole, c'est par les amis, c'est par une soirée entre amis, voilà, ou avec ses enfants. C'est là que on a une solitude dans l'entreprise et il faut, quand on en sort, trouver le relais qui quelque part nous apaise. Voilà. Et toi, Jean-Pierre, comment faire face à cette solitude du dirigeant? Est-ce que tu as des témoignages à apporter avec ce que tu vis en ce moment particulièrement? Il n'y a pas de solitude, chef. Nous sommes tous très forts. Non, en fait, je dirais qu'il faut parler, se vider, parler avec des gens qui comprennent et qui connaissent. Et je pense que autant Pascal que Frédéric pourront me donner raison. Dans le cadre d'Amadeus, c'est une association 1901, un regroupement de de managers de transition. Tous sont passés par les mêmes galères que moi. Simple souvenir. À l'époque, on passait pour l'intégration dans Amadeus devant un jury de 6 personnes. Et on devait raconter sa carrière en 6 minutes. Et j'ai commencé, et les 6 personnes en face de moi étaient pliées de rire. Il était clair qu'elles avaient connu les mêmes galères. Et là, je me suis retrouvé avec des petits frères de sang. Les directeurs de mission sont pareils. Ils ont 5 à 10 missions en même temps. Ils savent toutes les omissions, tous les mensonges, toutes les vacheries que nos clients, nos syndicats, nos salariés peuvent nous faire. Et du coup, quand on a une grosse charge mentale, ou quand j'ai une grosse charge mentale, j'en parle avec des copains, ça les fait sourire, ils me racontent les leurs, ils me racontent les issues qu'ils ont trouvées, et puis finalement, ça va mieux. Pascal, tu veux rebondir, je crois. Oui, 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 j'ai oublié de dire quelque chose. Effectivement, Jean-Pierre et moi, on est dans le groupement Amadeus Exécutif. C'est bien, j'invite les managers de transition qui sont présents à trouver leur groupement parce que c'est également un soutien. On est un groupement, on n'est pas très nombreux, hein, on est 35 managers de transition, mais c'est vrai qu'on finit par être 35 amis. Et ça aussi, on va dire que ça vient aider le dirigeant, manager de transition dans sa solitude. Mais excuse-moi, Xavier Noël, je reviendrai dessus. Surtout, on a des métiers de saltimbanque, des métiers que nos amis, notre famille, à la paroisse, personne ne comprend. Comment est-ce qu'on peut prendre notre pied avec ces doses de tension?
quand on discute avec notre directeur de mission ou avec d'autres managers de transition, on partage. Et on partage non seulement des godets ou des histoires, mais on partage un vécu, et les uns et les autres prennent un petit peu de l'attention qu'on peut avoir sur nous. Très bien. Frédéric, est-ce que toi, tu veux compléter pour cette solitude? Quelles sont tes solutions pour y faire face? Alors, je partage ce qui a été dit. C'est vrai qu'on est un peu un saltimbanque géographiquement, on part à la semaine souvent. Après, la solitude, elle est inhérente à la position du décideur. Lorsque j'interviens, la plupart du temps, en situation de direction générale, j'ai bien évidemment autour de moi mon réseau de managers de transition qui interviennent sur les aspects RH lorsque le DRH est défaillant. Sur l'aspect organisation, lorsqu'il n'y a pas de gestion en mode projet, je fais appel à un renfort, par exemple, sur ces secteurs-là. Et puis, je n'hésite pas à faire le point régulièrement avec le directeur de mission pour échanger, et lui dire où j'en suis dans la réalisation de mon plan d'action. Et on est souvent plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et c'est une occasion de challenger ces idées et de les préparer pour une présentation au conseil d'administration ou au CODIR, par exemple. Alors, du coup, David, toi qui es directeur de mission, et d'ailleurs, c'est un témoignage qui a été relayé dans le chat, est-ce que tu te sens un peu confident aussi face à cette solitude des dirigeants managers de transition? Oh bah, oui, 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 j'allais dire avec bonheur. Enfin, en tout cas, c'est une position, d'abord de confiance, hein, par rapport au manager. Quelque part, quand on s'embarque sur une mission, on s'y embarque à 2 et après le manager, ben, assume le plus gros du boulot évidemment, hein, c'est le job. Mais de pouvoir être là, au moins tous les mois, voire tous les 15 jours quand c'est nécessaire, voire même ça peut être tous les jours sur les périodes de démarrage, hein, ça arrive. Quand la greffe a du mal à prendre par exemple, et que le manager perd pied ou que le client, perd confiance, ça arrive aussi. Bah, notre rôle, il est de fluidifier, il est, de coacher d'un côté, de coacher l'autre. Moi, j'ai un retour d'un client, qui me reste en mémoire d'ailleurs et on n'a pas réussi, hein, malgré tout le dosage de coaching, ça a été, 1 mois d'intensif côté client, côté manager. Finalement la mission a dû être, raccourcie, en tout cas, avortée parce qu'on était sur un cas comment dire? De divergence culturelle. Insoluble, en tout cas rapidement, et ça a été un échec, mais ça a été un gros apprentissage. Mais j'en garde un très, très bon souvenir parce que le retour que m'avait fait le client malgré tout, c'était, «David, j'ai vu tout ce que vous avez fait pour, que ça fonctionne, bravo, même si on arrête, bravo», parce que ça a été ils avaient rarement vu ça et ça fait du bien, mais je l'ai aussi côté manager de temps en temps. Je crois qu'on vit nous, enfin en tout cas dans ma position, on vit pour ça. On vit pour satisfaire et trouver une solution à un client, pour bien sûr trouver des missions à des managers, et ça nous fait plaisir aussi, mais surtout pour ce rôle un petit peu d'équilibriste, on va dire, de renfort, humain, et technique parfois aussi, en fait, qu'on peut avoir dans ces moments-là. Voilà. Très bien, donc on va se recentrer sur le manager de transition et sa posture. Alors, quelle posture doit adapter un manager de transition dans des missions de crise? Jean-Pierre, tu as des exemples? La première des choses, je pense qu'il faut rassurer. Donc il faut apparaître sûr de soi, même si on sait que le brief ou ce que dit le client ne correspond pas à ce que va être la réalité. Il faut rebondir sur les surprises avec le sourire. Donc sûr de soi, et dans mes missions, être le vieux qui rassure, mais être aussi le chef qui motive, qui lead, qui fait avancer. C'est pas toujours facile, on n'a pas tout ça dans ses gènes, mais c'est bon quand tout le monde a peur dans une boîte, parfois pour d'excellentes raisons. Il faut ramener de la bonne humeur, il faut ramener du dynamisme, il faut ramener la fameuse compétence technique. En 23 et 24, j'ai fait 2 liquidations judiciaires. Dans les 2 cas, on a terminé par des barbecues. Dans les 2 cas, j'ai eu 80% de l'effectif. Parce que finalement, les gens s'étaient dit qu'il fallait aller jusqu'au bout, surtout dans une boîte chimique.
il fallait aller jusqu'au bout, il fallait pas relâcher l'effort, parce que les installations pouvaient péter jusqu'au dernier jour. Les gens se sont motivés, les gens ont trouvé le courage de rester ensemble, tout simplement parce qu'ils avaient confiance. Très bien. Pascal, est-ce que tu vois d'autres Une posture, moi, je pense que la première posture, c'est le leadership. Quand on veut embarquer ces équipes, il faut être un leader, il faut inspirer confiance et aussi croire en soi. Ce qui fait que ça nous oblige à faire une recherche de l'équilibre subtil entre notre ego et l'humilité. Hein. Mais pour moi, les crises sont vraiment le test ultime du leadership. Face à l'imprévisible, c'est là qu'on voit si le manager de transition a du leadership et s'il va embarquer tout le monde. Alors après, bon, ça c'est joli ce que je raconte, mais on sait qu'on a toujours ce que l'on va embarquer et ce que l'on n'embarquera jamais. Et c'est là qu'il faut du coup avoir une force personnelle et du leadership pour faire face à ces détracteurs, mais maintenir la température de tous ceux que l'on a embarqués. En tout cas, le leadership, c'est, à mon sens, un processus d'apprentissage continu. Voilà. Question de la posture, Frédéric, je crois que tu as une citation pour la posture à adopter. Oui, j'ai un mantra. Je dis ce que je fais ce que je dis. Alors, ça se décline sur les sujets de comment communiquer avec les équipes, quoi dire, à quel moment et avec quels mots, c'est très important. Et puis, une posture de curiosité aussi. Toujours essayer d'aller plus loin dans la maîtrise de l'information pour être éclairé et prendre les bonnes décisions. Donc, curiosité, exemplarité et courage. Merci. Et on pourra lire dans le chat plein d'autres conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour qu'on les remonte à la fin. On va un peu dépasser le temps, mais tout ça est très intéressant, donc on va se le donner. Et pour ceux qui doivent partir, n'hésitez pas à consulter le replay. À vous parler des équipes, justement, moi je m'interroge quand même. On est dans un climat de tension, dans un climat d'incertitude. Comment on arrive à mobiliser des équipes dans ce contexte? Frédéric, je te redonne la parole. Alors, pour motiver les équipes, il faut être un as de la communication et de l'écoute. C'est l'expérience humaine qui fera que votre interlocuteur aura le sentiment que vous l'écoutez vraiment. On appelle ça en formation de l'écoute active. Et que la réponse que vous apporterez ou la question complémentaire que vous poserez est pertinente. Donc, voilà par exemple quelque chose qui est fondamental. Et toi, Jean-Pierre, que conseilles-tu pour Je mobiliser sortirai l'équipe? une petite citation s'il en faut une. Être le phare qui éclaire et pas celui qui éblouit. En fait, dans une crise, les garçons sont en vrac. Ils ont peur de tout. Ce sont de véritables peurs. Ils ne se parlent plus, ne partagent plus l'information. Ils tirent chacun dans leur sens. Il faut les rassurer. Il faut, oui, éclairer le chemin, leur dire où on va aller, comment on va y aller, essayer de les associer, leur donner confiance en eux, les faire travailler sur leur domaine de compétences, de prédilection. Et puis ça marche, on emmène tout le monde. Surtout ne jamais laisser les gens dans l'inconnu. Quand ils ne savent pas, ils vont pas bien. Il ne faut pas leur mentir, il faut rien leur promettre, il faut éclairer le chemin et leur donner courage. Là, je suis sur une grosse fermeture. J'ai fait mon annonce debout dans une halle de production. Et quand les gens m'ont dit, on va fermer, non, on va pas fermer. Il y en a 200 sur 250 qui vont sauter. Faut pas mentir.
Mais par contre, il faut expliquer comment ça se passe, quelles sont les étapes, rassurer les gens, pas forcément sur l'issue, mais sur le chemin qu'ils vont suivre. Ok, Pascal, toi, quel est ton conseil justement pour mobiliser les équipes? On a évoqué la communication, et ça, c'est évident. Mobiliser les équipes, pour moi, il faut être bon. Il faut être bon dans ce qu'on fait, mais on l'a déjà dit, avoir de l'expérience, mais pas que de l'expérience, savoir ce qu'on fait, être bon dans ce que l'on fait. Je pense que les équipes le remarquent dans ces cas-là. Ils remarquent que on n'hésite pas et que l'on sait faire. Mobiliser les équipes, effectivement, en leur indiquant ce que l'on décide de faire et quel est le but que l'on souhaite atteindre, pardon. Et puis, oui, descendre dans les équipes, pas rester dans son bureau ou de sa tour d'ivoire, aller voir tout le monde, à tous les étages, on va dire. Je pense que c'est intéressant que les équipes nous connaissent, se rendent compte qu'on va les voir, qu'on s'intéresse à eux. Mais en premier, je dirais effectivement qu'il faut être bon dans ce qu'on fait. Parce qu'en fait, les équipes sentent très bien si on hésite, si on ne sait pas. Et là, ils ne sont pas très rassurés. Très bien. Merci Pascal. Je passe à la question sur l'importance du réseau, parce que voilà, on parlait de se confier vers la solitude, mais globalement, est-ce qu'on peut s'appuyer sur le réseau ou sur des acteurs externes voilà, quand on est manager de mission en situation de crise? Jean-Pierre, toi, tu t'appuies sur qui? Merci Xavier Noël. Le réseau, c'est extrêmement important. Et surtout, il faut connaître le milieu dans lequel on évolue. En ce moment, donc j'ai fait mes dernières missions qui étaient toutes des fermetures ou des liquidations judiciaires. Il faut connaître le tissu du public, savoir ce qu'est un CRP, savoir comment entrer dans le fil par les renseignements territoriaux, donc maîtriser son environnement socio-professionnel externe. Ensuite, à un moment ou un autre, on va certainement arriver sur des portes closes qui ne s'ouvrent pas ou sur des problèmes techniques qu'on n'arrive pas à résoudre, voire même qu'on n'arrive pas à comprendre. Et là, on a même chose, le réseau, des potes, des gens avec qui on a travaillé, le directeur de mission toujours, qui peuvent apporter un éclairage nouveau et qui peuvent permettre d'avancer. Toujours directeur de mission ou réseau ou association de managers de transition, pour avoir du feedback, pour tester ses idées comme sparring partner. Donc le réseau, fondamental. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais Sémaphore m'a quand même positionné une fois sur une mission en tant que MT sur les recommandations d'une DS CGT. Ça, c'est le réseau. Donc l'importance du réseau à tous les niveaux. Est-ce que toi, Frédéric, tu vois d'autres acteurs sur qui on peut s'appuyer pour faire profiter de son réseau? Alors oui, le réseau, il est issu de toute notre carrière professionnelle. On a le réseau des intervenants techniques, donc nos collègues managers de transition. Et puis, ne pas hésiter aussi, lorsqu'on arrive dans un endroit inconnu, une région inconnue, à fréquenter les institutions et aller au contact des personnes qui détiennent le pouvoir et qui détiennent des moyens de vous aider dans votre mission. Que ce soit des élus locaux, que ce soit des intervenants qui sont des fournisseurs, que ce soit pour des ressources financières. Donc, il faut absolument aller à la rencontre des acteurs locaux et des institutions locales. Et Pascal, toi, tu as des personnes dans ton réseau sur lesquelles t'appuyer sur ce type de mission? Oui, moi j'ai un réseau perso. Je pense qu'un manager de transition doit avoir un réseau personnel. J'ai, comment dire, alors j'appartiens à l'Amadeus Executive, mais j'ai aussi une autre association
dans laquelle il y a des professionnels, et bien souvent, et notamment là, dans la dernière mission où la société est en redressement judiciaire, j'ai eu des besoins et personne ne me suivait parce que j'étais en redressement judiciaire. J'ai fait appel à mon réseau de personnes que je connais. Frédéric a raison, c'est un réseau que l'on construit au fur et à mesure de sa carrière. Moi, j'ai une carrière, hein, je ne suis pas toute jeune, donc elle existe, avec des personnes que j'ai croisées à des moments donnés qui ont eu eux aussi leur carrière, et d'autres ont eu des carrières politiques. Et dernièrement, effectivement, il y en a un que j'ai sollicité pour avoir une entrée à Bercy, parce que j'ai des besoins comment dire, d'effacement de dettes. En tout cas, j'utilise mon réseau, et puis c'est là aussi qu'on voit que le temps a passé et que chacun a eu sa carrière, et qu'on a un réseau. Et moi, je trouve que il faut avoir un réseau si quelquefois on veut dépasser certains blocages. Moi, j'utilise mon réseau perso. Ils me font confiance, et c'est bien. Très bien. Merci pour ça. Alors, avant de passer aux questions du public, parce qu'on a parlé d'émissions de crise, comment les gérer, avec qui, mais il y a aussi une question de passation, hein, vers la fin. Quand est-ce et comment on passe le relais après une phase de redressement? Jean-Pierre? J'ai une petite histoire, comme toujours, à raconter. La fameuse usine qui avait perdu 11 cadres sur 17 de façon inopinée. Et il fallait que je recrute mon successeur. J'ai appelé les cabinets de reclassement en leur demandant: vous faites un plan social, est-ce que vous avez un ingénieur agro qui parle anglais, mûr pour prendre un site? Ils m'ont dit oui. Et on a trouvé Nicolas. Nicolas, parfait sous tout rapport. On avait prévu 2 semaines de passation de consignes. Au bout d'une demi-journée, il en connaissait déjà plus que moi. Je prévois la passation, donc très officiellement, j'organise un pot de passation. Je lui fais bricoler par la maintenance un porte-clés de 10 kilos, une clé d'1 kilo, et je lui dis symboliquement: je te donne les clés du camion. On avait rodé le truc en avance, il savait, donc je fais un petit discours, je lui donne les clés du camion. Il fait le petit discours, et pendant qu'il fait son petit discours, il commence à faire son petit discours sur moi, ensuite sur son programme de travail, sur les équipes, et pendant ce temps-là, je descends de l'estrade. Et à un moment, cet animal a dit: allez, maintenant tous au boulot, on y retourne. Ils sont tous parlés, ils sont tous partis, il n'y en a pas un qui m'a serré la louche, et la transition était faite. La transition était réussie. On n'a pas d'ego, on n'est pas là pour ça. On est là pour laisser une boîte en parfait état, qu'on peut avoir redressé, dans laquelle on peut avoir fait un PSE, etc. Mais nous, on représente la mauvaise histoire, l'histoire d'avant. Et on file les clés du camion au nouveau qui, lui, connaît le métier, connaît l'industrie, etc. Bien. Merci pour ce retour d'expérience. Frédéric, comment on prépare le relais à la fin d'une mission? On t'entend plus, Frédéric, il faut remettre le micro. Le passage de relais, il s'envisage dès le début de la mission. Alors techniquement, au démarrage de la mission, on fait un diagnostic, ensuite on fait un plan d'action, mais il faut l'avoir en tête. Ce diagnostic, ce plan d'action, il va vous servir pour faire votre bilan de fin de mission, votre rapport de fin de mission qui va retracer tout l'historique de ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, avec qui vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez fait, et ensuite, lorsqu'on se mettra en recherche de la personne qui continuera l'expérience, qui continuera l'aventure, vous aurez à lui donner le maximum d'informations pour qu'il soit solide et qu'il ne se trompe pas dans la continuité de son action. Même si c'est une autre page qui se tourne, il faut qu'il ait absolument tous les éléments d'information de ce qui s'est passé pendant la période de crise.
Merci. Et Pascal, ton conseil voilà, pour cette passation? Je pense qu'il faut, alors tout dépend comment on est organisé ou comment est organisée la société. Il peut y avoir un grand amphi où on invite tout le monde ou une visioconférence, pourquoi pas, quand les sites sont un petit peu, excentrés. Il y a plusieurs sites, on va dire. Je pense qu'il faut dire, au revoir. Moi, à chaque fois, j'ai fait un petit déjeuner dans ma direction, pour dire au revoir. Je suis passée dans les autres directions et j'ai mis un message ensuite à tout le monde. Et puis mon successeur, je l'ai accompagné et je lui ai remis les clés. Je n'ai pas eu de mission où je suis partie sans me retourner. Voilà, je pense qu'il faut effectivement faire la passation et après, alors ça c'est en général sur une mission, après sur un redressement ou même si on s'arrête avant le redressement au moment de la présentation du projet de plan de redressement, si la société est dans le cadre d'une procédure collective ou au moment de l'homologation du plan, on présente son successeur parce que c'est le moment où il faut qu'on parte. On ne peut pas engager le plan et continuer. À un moment donné, il faut savoir partir. On est manager de transition, on n'est pas là pour faire des CDI ou des missions à rallonge. Il y a un moment où il faut qu'on sache partir. Et je pense qu'il y a un moment aussi où on est fatigué. On risque d'être moins bon, il faut savoir partir et présenter son successeur comme étant celui qu'il faut absolument pour l'entreprise et oui, avoir l'humilité de le mettre en avant, le mettre dans la lumière et se retirer, tout simplement. Donc justement, on parle de la suite, hein. Là, je me retourne vers David, qui lui a la casquette Pro Évolution, donc directeur de mission, mais aussi peut-être d'autres choses. Comment on prépare la suite? Et nous, en accompagnement externe, justement, c'est juste le manager a fini sa mission, au revoir. Oui, absolument. Non, en fait, pas tout à fait. Les cabinets tels que les nôtres, en fait, qui ont plusieurs activités, accompagnent le client, en fait, au fil de l'eau. Donc, pour ma part, c'est la partie transition, mais à côté de moi, donc c'est Marie sur la partie, executive search et il arrive, assez fréquemment, en fait, hein, je dirais, dans 30 des cas à peu près, où notre cabinet est mandaté aussi pour le recrutement du titulaire en CDI, en fait, en parallèle de la mission de transition. Ce qui semble confortable, ce qui est pas si simple que ça quand même parce que, les clients dans ces cas sont toujours très exigeants, et quand le manager de transition fait bien le boulot, alors il peut être pressenti en fait, pour, le job en CDI, c'est prévu dans les contrats, mais souvent c'est pas le cas en fait, hein. Ils cherchent un profil différent et Jean-Pierre l'a très bien dit, pour le pilotage au long cours, j'allais dire, une fois la situation assainie en fait, de celui qui va piloter la transition et c'est plutôt, de la clairvoyance parce que c'est pas du tout les mêmes compétences qui vont être mobilisées, en fait, Mmh. en gestion de crise et puis derrière en pilotage, on va dire, développement classique, une fois que tout est tranquille. Et puis je rajoute, oui, parce que c'est la page promo, que nous avons également un département transition de carrière et conseil en fait, hein, qui accompagne les transitions de carrière des dirigeants, mais aussi, qui repositionne les collaborateurs. Donc quand on fait la synthèse de tout ça, le cabinet en fait est actif pendant la transition, il l'est avant sur les différents volets, et il l'est après, au fil de l'eau, aux côtés de nos clients. Ce qui fait notre force et ce qui, permet d'être, comment dire? Moins agressif que la moyenne en termes de prospection puisque nous sommes au contact de nos clients en permanence quasiment. Merci David. Alors on a un peu dépassé. Je vais juste, avant de laisser la parole aux questions-réponses, et désolé pour ceux qui doivent partir, vous rappeler que donc on a publié il y a peu notre étude sur le management de transition. N'hésitez pas à la télécharger. Vous étiez nombreux à la télécharger pendant le webinaire. On a peut-être d'autres qui n'ont pas vu le lien. Donc allez-y. Et autre information, donc on a notre prochain webinaire le 4 décembre à 17h sur réussir sa transition de fin de carrière pour ceux qui sont concernés ou qui connaissent des gens qui sont concernés. Donc je vous ai mis le lien dans le chat. Et notez la date, même s'il n'y a pas encore les inscriptions. Donc le 15 janvier, rencontre en présentiel dans le Haut-Rhin pour notre soirée, donc rencontre des managers de transition. Voilà, on passe aux questions-réponses. Donc, je reprends celle qui était dans la question. Alors, il y en a qui étaient dans le chat, hein, j'ai que relevé celle qui était. J'en ai relevé une en l'occurrence quand j'avais réussi, mais pour le reste, si vous devez la poser dans l'onglet questions. Harry nous demandait
quel mode opératoire, quand on arrive dans une société en crise, il faut faire en même temps l'audit de la situation et commencer le plan d'action? Alors, est-ce que c'est des actions séparées ou est-ce que ça se fait en même temps? Qui veut, qui veut répondre? Euh, euh, je peux répondre, Xavier? Vas-y, vas-y Pascal. Oui, en fait, il faut réagir très, très vite, il faut faire l'audit très vite. Après, on développe des capacités, hein, où on les a, à sentir très vite ce qui se passe. Après, on découvre, hein, quelquefois, même souvent, des choses qui suivent, mais le plus gros est détecté tout de suite et il faut effectivement très rapidement mettre son plan d'action en marche. On ne fait pas les deux choses en même temps, mais il faut aller très vite, l'une après l'autre. Très bien. Merci Pascal. Je prends la question de Lucas. Lucas qui nous demande quelles sont les conditions essentielles dans l'entreprise pour surmonter la crise, les prérequis, donc autres que les qualités, hein, qu'on a apportées. Voilà, est-ce que je voulais compléter ce qu'on a peut-être déjà dit tout à l'heure sur la question des compétences. Moi, je répondrais bien quelque chose, si vous me permettez, en fait, mais je ne suis pas le plus légitime, mais c'est il y a quelque chose, en tout cas, qu'il serait bon d'avoir pour surmonter une crise, c'est de la transparence, on va dire, au niveau de la gouvernance. C'est de l'honnêteté intellectuelle, c'est du vécu, mais c'est aussi du partage avec certains des managers de transition avec qui on travaille. Entre le brief, quand on recherche un candidat, et ce qu'il découvre dans les premières semaines, mais il y a toujours un monde. Et souvent, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment qu'ils sont incapables de voir la vérité avec leurs yeux parce qu'ils sont dedans depuis trop longtemps, ou est-ce que simplement il y a de la malhonnêteté, ils nous disent pas tout, quoi. Ils ne savent pas communiquer honnêtement sur la situation ou sortir des états réalistes. Enfin, j'introduis le sujet, n'hésitez pas à rebondir dessus, messieurs, mesdames. Moi, je dirais, alors, David, là, c'est un peu vrai et c'est pas tout à fait c'est vrai. Je pense que quand on arrive, on découvre beaucoup de choses parce qu'on arrive de l'extérieur et que notre esprit critique est entier. Euh, et, et les administrateurs, enfin moi là je vais parler d'un cas où les administrateurs, on les a bernés. Ils auraient dû voir effectivement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais pourquoi ils se seraient méfiés? Ils ont fait confiance dans la direction générale. C'est au bout d'un moment, on va dire, où ça commençait à être un peu bizarre, que là, ils sont allés creuser. Mais, mais, mais nous, on arrive avec toute notre fraîcheur et c'est évident que ça nous saute aux yeux. Mais ceux qui sont dedans, ils sont un peu endormis par la situation. Voilà comment je vois les choses. Merci Pascal. On va passer. Alors, il y a 3 questions et on va arrêter parce qu'on est vraiment en dépassement. Xavier nous demandait les particularités des crises internationales ou plutôt des MT qui interviennent à l'international. Est-ce que l'un de vous a une expérience internationale? Oh, Qu'est-ce qui change? Alors, les lois ne sont pas les mêmes, bien sûr. Bon, oh, en fait, il aurait pu répondre tout seul à sa question, non? Puisque c'est celui qui a fait le plus d'international, non? si tu me, Vas-y, Jean-Pierre. oui, si tu me permets, Xavier Noël, très très belle question. C'est les mêmes particularités, mais en plus dans les deux cultures. Ouais. Il faut connaître la culture de l'actionnaire, la culture de la filiale, euh, expliquer la culture de l'un à l'autre. Euh, Savoir se comporter. Je suis extrêmement bordélique en France parce que le français à la base est bordélique. En Allemagne, je fais extrêmement attention. Je suis beaucoup plus carré en Allemagne, mais trop carré ou carré à l'allemande en France, ça ne marche pas non plus. On m'en a déjà fait le reproche. Donc, les particularités des critères internationaux, c'est connaître les deux cultures et savoir jouer dans les deux cultures, savoir se comporter dans les deux cultures. Et oui, et savoir expliquer à un Français, y compris président du groupe, pourquoi ces patrons de filiales allemands le prennent pas au sérieux. Parce qu'en France, on est top-down. Le patron du groupe va donner les consignes au manager des filiales allemandes.
en considérant que s'il doit leur expliquer comment faire, ils n'ont pas à être là. C'est celui qui fait leur job. Au contraire, en Allemagne, le manager, le patron de filiale, attend des guidance techniques, des ordres de la part de son Geschäftsführer, Pascal, parce tu que voulais... c'est le terme. Oui. Donc les particularités, c'est vraiment connaître les deux cultures et être à l'aise dans les deux cultures. Pascal, tu voulais conclure sur cette question? Ouais, Tu as vu lever la main? moi, j'écoutais Jean-Pierre et en fait, ça me faisait penser qu'il fallait quand même une certaine adaptabilité. C'est l'adaptabilité qui va faire la différence. Alors, il y a ceux qui vont être très adaptables et qui vont immédiatement comprendre l'interlocuteur qui est, on va dire, étranger. Après, on a peut-être les uns et les autres, en tout cas moi, je n'ai pas vécu qu'en métropole, j'ai l'habitude de l'autre. Donc, quand j'ai travaillé pour les Américains et pour les Anglais, quand j'ai travaillé outre-mer, et que là, il y a plusieurs cultures, bon, et que j'ai vécu en Afrique aussi, je veux dire, on est habitué à rencontrer l'autre et on sait que les autres existent, on sait qu'ils ne sont pas pareils, on sait qu'ils ne réagissent pas pareil, et ça va développer notre adaptabilité. Je pense que là, on réussit bien. Quelqu'un qui n'a pas un parcours un peu à l'international, pourquoi pas, hein, mais il y a l'adaptabilité et il y a aussi celui qui a vécu avec les autres. Très bien. Merci Pascal. On va conclure ici. J'ai traité les deux dernières questions en message privé. Merci beaucoup déjà. Vous êtes encore nombreux à être connectés malgré notre dépassement. Mais si on avait passé, c'est que c'était passionnant. Donc je voulais avant tout et surtout remercier nos quatre intervenants et David aussi, bien sûr. Attends, j'ai inclus David dans les quatre. Voilà, c'était vraiment très intéressant. On espère que vous aurez pas trop de missions de crime, mais surtout que vous arriverez à les piloter. Et vous savez qu'il y a des gens pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, voilà, je ne sais pas si quelqu'un voulait encore conclure, mais sinon je vous propose d'en rester là. Un grand remerciement, très bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver pour des prochains webinaires ou autres rencontres des managers. Merci à tous et merci Bonne soirée à tous ceux tous. qu'on ne voit pas. Merci. Bonne À soirée. bientôt. Au Merci, revoir. bonsoir à tous.